À 74 ans, Renaud n'a plus grand-chose à prouver. Pendant des décennies, il a chanté la colère, la tendresse, les gens simples et ceux que l'on préfère souvent ne pas voir. Il a connu la gloire, les excès, les critiques, les silences. Et avec le temps, certaines blessures sont restées. Il y a eu Margaret Thatcher, qu'il a attaquée ouvertement dans Miss Maggie. Il y a eu Moscou, où Déserteur a provoqué une réaction bien plus froide qu'il ne l'espérait. Puis il y a eu autre chose, plus difficile encore à accepter, des regards qui changent, des gens qui s'éloignent. Un monde qui vous applaudit quand vous êtes fort, puis qui vous regarde autrement quand vous commencez à tomber. C'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que Renaud savait vivre avec ses ennemis. Il savait leur répondre. Ce qu'il supportait beaucoup moins, c'était de découvrir que certaines blessures pouvaient venir d'endroits où il ne les attendait pas. Bien avant les années difficiles, Renaud avait été l'un de ces artistes que l'on croyait impossibles à faire taire. Il avait grandi à Paris, dans un milieu cultivé, mais il avait très tôt choisi une autre voie. Les mots simples, les rues populaires, les gens que l'on entendait peu. Quand Amoureux de Paname paraît au milieu des années 70, sa voix tranche avec le reste. Renaud parle des marginaux, des ouvriers, des jeunes qui ne se reconnaissent plus dans les règles qu'on leur impose. Il ne cherche pas à chanter parfaitement. Il cherche à dire quelque chose de vrai. Puis viennent Hexagone et les années de succès. Peu à peu, Renaud devient bien plus qu'un chanteur populaire. Il devient une figure. On l'aime pour sa colère, pour son humour, pour cette façon de parler sans demander la permission. Et lorsqu'il écrit Mistral gagnant pour sa fille Lolita, le public découvre une autre partie de lui. Derrière l'homme qui attaque les puissants, il y a aussi un père capable de parler de l'enfance avec une douceur très simple. C'est ce mélange qui le rend si proche des Français. Pendant des années, beaucoup veulent être près de lui. Des journalistes, des artistes, des intellectuels, des gens qui voient en Renaud la voix d'une époque. Mais ce genre de fidélité ne se mesure jamais quand tout va bien. Elle se mesure quand le succès commence à faiblir, quand le visage change, quand les excès deviennent visibles. Et c'est précisément à ce moment-là que Renaud va commencer à comprendre que certains regards peuvent changer très vite. Au début, Renaud savait vivre avec les critiques. Il avait passé des années à provoquer, à répondre, à se moquer du pouvoir et des conventions. Être contesté faisait presque partie de son métier. Mais dans les années 90, le ton change. Certains ne parlent plus seulement de ses chansons. Ils commencent à parler de l'homme, de ses excès, de son visage fatigué, de sa relation de plus en plus difficile avec l'alcool. Pour Renaud, cette différence compte. Une mauvaise critique musicale peut être oubliée. Le mépris laisse une autre trace. Ce qui le touche surtout, c'est que certaines attaques viennent d'un monde dont il s'était longtemps senti proche. Une partie de la presse et des milieux culturels parisiens avait autrefois salué son insolence, sa liberté, sa façon de dire tout haut ce que d'autres pensaient tout bas. Désormais, Renaud sent davantage de distance. L'homme populaire que l'on admirait pour sa franchise devient parfois celui dont on commente surtout les faiblesses. Il répond comme il l'a toujours fait, avec des mots. Il attaque les journalistes qu'il juge injustes ou hypocrites. Il refuse qu'on le réduise à l'alcool, à la fatigue ou à l'image d'un chanteur sur le déclin. Mais derrière cette colère, il y a une déception plus simple. Être attaqué par un adversaire, Renaud sait faire avec. Se sentir rejeté par des gens que l'on croyait proches de son propre monde, c'est différent. Avec le temps, cette expérience va renforcer sa méfiance. Elle lui apprend aussi quelque chose qu'il retrouvera plusieurs fois dans sa vie. Quand tout va bien, il est difficile de savoir qui aime vraiment l'homme et qui aime simplement ce qu'il représente. Mais cette leçon, Renaud l'avait déjà entrevue ailleurs. Loin de Paris, loin des journalistes, devant un public qu'il pensait capable de comprendre son message. À Moscou, une chanson allait suffire pour lui laisser un souvenir bien plus amer qu'il ne l'avait imaginé. À Moscou, au milieu des années 80, Renaud arrive avec ses convictions intactes. Il croit encore profondément qu'une chanson peut franchir les frontières si son message est simple, refuser la guerre, refuser de tuer, dire non quand on vous demande d'obéir sans réfléchir. Il choisit Déserteur.
Pour lui, ce n'est pas une provocation gratuite, c'est une chanson pacifiste dans la continuité de ce qu'il défend depuis ses débuts. Mais ce soir-là, la réaction n'est pas celle qu'il espère. Une partie du public reste froide. Certains quittent même la salle. Et Renaud comprend brutalement qu'un message qu'il croyait universel peut être rejeté dès qu'il change de contexte. Ce souvenir le marque parce qu'il n'avait pas désigné ce public comme un adversaire, il pensait, au contraire, pouvoir être compris. C'est ce qui rend la déception plus forte. À Paris, il savait que certaines critiques viendraient. À Moscou, il découvre autre chose. On peut parler avec sincérité et ne pas être entendu. La même année, avec Miss Maggie, le conflit est beaucoup plus clair. Cette fois, Renaud s'en prend directement à Margaret Thatcher. Il ne cherche pas à créer un pont. Il attaque une femme politique qui représente, à ses yeux, une vision dure du pouvoir, un monde dans lequel les plus faibles peuvent être laissés de côté. La chanson choque. Elle provoque. Mais Renaud ne recule pas. Depuis toujours, il préfère une parole excessive à un silence confortable. Avec Thatcher, au moins, il sait contre quoi il se bat. Et c'est là toute la différence. Moscou l'avait blessé parce qu'il espérait être compris. Thatcher, elle, était une adversaire assumée. Mais les années suivantes vont lui apprendre quelque chose de plus difficile encore. Les ennemis déclarés ne sont pas toujours ceux qui font le plus mal. Parfois, la blessure vient de ceux qui étaient encore là lorsque tout allait bien. Puis le regard des autres commence à changer. Pas parce que Renaud renie ce qu'il a été. Pas parce qu'il cesse de croire à ses chansons. Mais parce que son corps ne suit plus comme avant. L'alcool laisse des traces. La fatigue s'installe. Sa voix devient plus fragile. Ses apparitions se font moins fréquentes. Et peu à peu, ce qui relevait autrefois de sa vie privée devient visible aux yeux de tous. C'est à ce moment-là que certaines blessures deviennent plus personnelles. On ne parle plus seulement de ses textes ou de ses prises de position. On parle de son visage, de sa voix, de ses difficultés. Et pour un homme qui avait construit une grande partie de sa vie sur la liberté, être réduit à ses faiblesses devient difficile à accepter. Renaud sait qu'il a changé. Il n'a besoin de personne pour le lui rappeler. Il entend sa voix. Il voit son corps. Il connaît le prix de ses excès. Mais ce qu'il supporte moins, c'est la manière dont certains observent cette chute de l'extérieur, comme si elle était devenue un spectacle. Alors il devient plus méfiant. Il s'éloigne de certains projets, son cercle se resserre. Il commence à regarder autrement ceux qui étaient là pendant les années de succès. Plus il devient vulnérable, plus une question revient, sans qu'il ait besoin de la poser à voix haute. Qui reste quand l'image commence à se fissurer? C'est là que Renaud découvre quelque chose de plus dur que la critique elle-même. Les attaques font du bruit, les moqueries aussi. On peut leur répondre, on peut écrire une chanson, on peut claquer une porte. Mais il existe une autre forme de distance, beaucoup plus froide. Celle des gens qui ne disent plus rien. Et bientôt, ce silence va prendre plus de place que toutes les critiques réunies. Avec le temps, le silence finit par peser plus lourd que les attaques. Pendant les périodes où Renaud s'éloigne de la scène, où l'alcool prend trop de place et où il tente de se soigner, son nom ne disparaît jamais vraiment. On continue à parler de lui, de son état, de son visage, de sa voix. Mais être encore célèbre ne signifie pas être entouré. Lorsqu'il revient avec Toujours debout en 2016, le titre ressemble presque à une réponse. Renaud est encore là. Le public l'attend et le disque rencontre un immense succès. Pourtant, l'homme qui revient n'est plus celui des années 80. Sa voix est profondément abîmée. Sa diction est devenue plus difficile. Et cette fragilité devient inévitablement une partie des discussions autour de son retour. Renaud sait parfaitement ce qu'il a perdu. Il l'entend chaque fois qu'il chante. Il connaît aussi sa propre responsabilité. L'alcool, les absences et les années difficiles ont laissé des traces sur son corps, mais aussi sur certaines relations. Il serait trop simple de raconter cette histoire comme celle d'un homme abandonné par tout le monde. Renaud a lui aussi blessé, disparu, compliqué des liens. C'est précisément ce qui rend cette période plus humaine et plus triste. Car lorsqu'un cercle commence à se réduire, il devient parfois impossible de savoir où finit la déception et où commence le regret. Certaines relations professionnelles s'éloignent, d'autres deviennent plus difficiles.
Les années passent, et les grandes colères de Renaud semblent peu à peu laisser place à quelque chose de plus calme, mais aussi de plus lourd. On peut répondre à un article. On peut écrire contre un adversaire. On peut même apprendre à vivre avec une humiliation. Mais on ne répond pas facilement à une absence. Renaud avait passé une grande partie de sa vie à chanter ceux que la société laisse sur le côté. Avec les années, il découvre lui aussi ce que signifie regarder autour de soi et voir le cercle devenir plus petit. Pourtant, tout le monde n'était pas parti. Très loin de ces vieux conflits, il restait des milliers de personnes qui n'attendaient ni une voix parfaite, ni un nouveau scandale, ni le retour impossible du Renaud d'autrefois. Elles attendaient simplement ses chansons. Et pourtant, quelque chose ne disparaît pas. Pas dans les journaux, pas dans les anciens cercles, mais dans la mémoire du public. Sur scène, Renaud n'a plus la voix des années 80. Elle tremble davantage. Elle fatigue plus vite. Certains mots deviennent difficiles. Mais lorsque les premières notes de Mistral gagnant, de Manu ou de Morgane de Toi apparaissent, le public connaît déjà la suite. Ces chansons ont accompagné des vies entières. Elles ne sont plus seulement celles de Renaud. Elles appartiennent aussi à ceux qui les écoutent depuis 30 ou 40 ans. C'est là que quelque chose change. Pendant longtemps, on avait demandé à Renaud ce qu'il pouvait encore donner. Une voix, un disque, une tournée, une image. Ses admirateurs les plus fidèles, eux, ne viennent plus chercher l'homme qu'il était autrefois. Ils viennent retrouver une partie de leur propre histoire. Et cette fidélité ne lui demande pas de redevenir jeune. Elle ne lui demande pas de chanter comme avant. Elle accepte ce qui est là. Un homme marqué par le temps, plus fragile, mais toujours capable de faire revenir toute une époque avec quelques mots. Parfois, le public chante avec lui. Parfois, il chante presque à sa place. Et dans ces moments-là, le rapport s'inverse. Pendant des années, Renaud avait porté ses chansons pour les autres. Maintenant, ce sont les autres qui les portent pour lui. Après les critiques, les absences et les silences, il reste finalement cela. Des milliers de voix qui n'ont jamais oublié la sienne. À 74 ans, Renaud n'a plus besoin de convaincre ceux qui ont choisi de ne plus croire en lui. Il a traversé la gloire, les combats, l'alcool, les silences et les retours. Il a vu son corps changer, sa voix se fragiliser, certaines relations s'éloigner. Il y a des blessures que l'on n'efface pas vraiment. Elles restent dans un souvenir, dans un visage, dans une phrase entendue au mauvais moment. Renaud a toujours été un homme de mémoire. C'est ce qui nourrit ses chansons. C'est aussi ce qui rend certaines déceptions difficiles à oublier. Mais avec le temps, une autre vérité s'impose. Ceux qui l'ont blessé ont compté dans sa vie. Ils n'ont pourtant jamais eu le dernier mot. Le dernier mot appartient encore à ceux qui connaissent ses chansons par cœur, à ceux qui entendent quelques notes de Mistral gagnant et reviennent aussitôt des décennies en arrière, à ceux qui n'ont pas besoin que Renaud redevienne l'homme qu'il était autrefois pour continuer à l'écouter. Au fond, c'est peut-être cela qui reste lorsqu'une carrière devient une vie entière. Pas les critiques, pas les rancunes, mais les chansons que les autres continuent de porter lorsque votre propre voix devient trop fragile pour les porter seule.